Bonjour à tous, on est en direct de ZCL, en direct sur RHT Guadeloupe 89.8 et de la C10FM. On salue les téléspectateurs et les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Les invités du jour, Jennifer Nilon, la présidente de la commission formation professionnelle insertion de la région Guadeloupe, qui va nous parler de la 10e édition, bien sûr, de la nuit de l'orientation. Tout aussi important, un sujet à ne pas rater. On parlera avec Egard Ferrus de Conte, qui sera Memorial Act, et puis on verra avec Gérard Tousset, chanteur, et comment améliorer sa voix. Mais peu avant, voyons l'essentiel des titres de l'actu de ce mardi 23 janvier. Bonjour Keïssa, que retenir de l'actualité du jour? Bonjour Jean, avant de retenir quoi que ce soit, voyons tout d'abord les titres de l'actualité. Et nous ouvrirons le journal d'aujourd'hui avec la mobilisation des agents pénitentiaires. Et oui, ça continue, avec 70% des surveillants absents à ce jour, mais ils ne lâchent pas pour autant. Ils dénoncent les comportements des gendarmes qu'ils jugent incorrects. Pour rappel, hier, la tension est montée à Fonsarail. Et on continue avec une escale sur le bateau Race for Water qui a accosté sur notre île en septembre dernier. Et bien à cet effet, le conseil départemental a tenu à initier et donc convier certains collèges afin de sensibiliser nos jeunes sur les déchets et la population. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui en fête, un anniversaire de plus. Mais cette fois, pas n'importe lequel. Samedi, la ville de Bémao a fêté une centenaire. Un honneur pour Madame Bopom Jenny Moore. Mais tout de suite, c'est l'interview avec Jean. Oui, de retour avec Jennifer Nilan, la conseillère régionale. Vous chapeautez cette grosse commission professionnelle insertion. Vous êtes ici pour parler de cette 10e édition de la nuit de l'orientation. On sait après cette petite réforme au niveau de l'éducation nationale où les étudiants, les collégiens seront amenés à choisir l'orientation, une période cruciale même dans la vie de l'étudiant, des futurs étudiants. Ça va être la 10e édition, ça va être WTC le 26. Qu'est-ce qui ira au programme pour ces jeunes, les parents, tout le staff qui va encadrer les futurs étudiants? Bonjour à tous, bonjour donc à vos téléspectateurs, à vos auditeurs. Eh bien, comme d'habitude, nous jouons le jeu au niveau du conseil régional pour la nuit de l'orientation. L'orientation scolaire, puisqu'il faut parler de deux orientations. Il y a l'orientation scolaire pour les plus jeunes et puis l'orientation professionnelle tout au long de la vie qui est là pilotée par le conseil régional. Donc nous jouons le jeu une deuxième fois avec, en allant encore plus loin avec la CCI pour la nuit de l'orientation. C'est vendredi, nous invitons tout le monde, tous les Guadeloupéens, jeunes ou moins jeunes, à s'y rendre puisque nous avons, au-delà de l'aspect financier, puisque depuis l'année dernière, nous jouons le jeu à hauteur de 80%, principal financeur, mais nous sommes surtout présents avec d'autres partenaires. C'est le cas du CNED, c'est le cas du CRIJ, c'est le cas de la CCI, c'est le cas de l'ensemble des centres de formation pour les apprentis, c'est le cas aussi de l'éducation nationale. Vous avez en tout cas ce jour-là des partenaires qui se réunissent et c'est l'objectif de la région Guadeloupe, c'est de faire ensemble. Et vous verrez que très prochainement, le salon des étudiants et le forum académique, qui en fait ce sont des forums qui visent essentiellement le même public sur des périodes différentes, portés par des fois des porteurs par des organismes différents. Maintenant, eh bien, cela se fera en un lieu par les mêmes personnes, justement pour avoir un petit peu plus de cohérence et de visibilité. Donc la nuit de l'orientation, le 26, au niveau du WTC, venez-y, nous allons parler métiers d'aujourd'hui, mais aussi métiers de demain. Nous parlerons agriculture, agroalimentaire, nous parlerons aussi fibre optique, et nous parlerons aussi, parce qu'il faut le dire, nous parlerons aussi de cette réforme, en tout cas de cette nouvelle plateforme qui a été initiée et en tout cas présentée hier par le rectorat. Le Parcoursup qui remplace APB. Qui remplace APB. Alors, cette nuit d'orientation va permettre aux futurs étudiants, aux parents de mieux peut-être finaliser leur choix, puisque bon, on passe de 24 à une dizaine de vœux, il me semble. Donc, donc aujourd'hui, c'est en fait permettre à l'étudiant de faire le bon choix utile. C'est vrai qu'il y a une optique de rationalisation. Vous avez, en tout cas demain, et puis les prochains jours jusqu'au 26, puisque là nous sommes dans une campagne, si vous voulez, de publicité où nous sommes en train de faire justement la caravane. Demain nous serons au Rézé. Aujourd'hui nous sommes à Sainte-Anne et également au Moule. Mais l'objectif est surtout de démocratiser, par exemple, cette nouvelle plateforme pour informer, premièrement, les parents et informer également les élèves. C'est-à-dire que vous allez avoir une nouvelle plateforme, personne ne sait comment elle fonctionne, il suffit d'aller, oui, sur Internet ou en tout cas là où vous avez une connexion, mais il faut savoir pouvoir justement l'utiliser. Et donc nous convions à cet égard les parents, puisqu'il y aura des ateliers
comment utiliser cette nouvelle plateforme. Il y aura aussi des professeurs, il y aura aussi l'équipe pédagogique pour justement encadrer ces personnes, pour les orienter sur cette plateforme, mais aussi sur d'autres choses, parce que nous avons aussi, il y aura aussi un atelier sur l'apprentissage. Vous savez que l'apprentissage est une branche pour la formation qui est très riche, mais vous savez qu'il y aura certainement une réforme, en tout cas pas certainement, mais assurément une réforme qui sera portée par le nouveau gouvernement, où nous sommes un petit peu en train d'attendre ce qui va se passer, puisqu'il paraîtrait que l'apprentissage serait porté par les branches. Or, vous savez qu'ici, en Guadeloupe, les branches n'existent quasiment pas, hormis celle du BTP. Donc, aujourd'hui, région Guadeloupe, nous sommes chefs de file de la formation professionnelle. On va revenir. Aussi de l'apprentissage. Et puis, l'objectif, en tout cas, du 26, c'est de parler de tout ça. L'objectif du 26, mais il y aura plusieurs ateliers. Il y aura l'atelier des parents, l'atelier multimédia, afin de permettre... Digital, atelier sur aussi les métiers d'aujourd'hui pour une insertion demain. C'est l'agriculture, c'est les métiers de la pêche, c'est les métiers autour de l'économie bleue, l'économie verte. Mais aujourd'hui, en fait, l'objectif pour nous, c'est de parler de manière concrète. Montrer réellement. Voilà, vous voulez une orientation. L'orientation, c'est un processus. Un processus à partir de vos choix. Nous sommes là pour vous mettre les outils pour une insertion certaine. Et donc, vous parlez des métiers en tension, entre guillemets, mais en tout cas, les métiers sur lesquels vous pouvez avoir des débouchés certaines. Souvent, on regarde au regard des études qui sont faites, les premières années, la première année d'université, on retrouve un taux d'échec assez important parce que certains ont été mal orientés, d'autres ont fait le mauvais choix. Aujourd'hui, on tend à pouvoir, avec cette nuit d'orientation, de mieux concentraliser, de mieux informer le jeune sur les métiers d'avenir aussi, être diplômé, les filières courtes, les filières plus longues? C'est cela. Aujourd'hui, nous parlons de la nuit d'orientation, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que tantôt, c'est-à-dire le 17 janvier dernier, nous avons aussi signé la convention de cadre de notre service public régional de l'orientation. Nous sommes quasiment dans l'esprit. C'est-à-dire que le service public est là tout au long de la vie, avec des manifestations ponctuelles et puis des activités ponctuelles. La nuit d'orientation est la première activité, la première manifestation que nous allons faire après la signature de la convention cadre, où nous sommes assez fiers, assez ravis. Pourquoi? Parce que l'ensemble des partenaires se sont réunis, à la fois sur l'orientation scolaire et sur l'orientation tout au long de la vie. Vous allez trouver tous les partenaires, à la fois le rectorat, l'académie, mais aussi le personnel de la région, aussi la CCI, en tout cas d'autres partenaires, pour véritablement dire, voilà, il existe ces filières-là, et puis il existe ce type de financement-là. C'est cela. Orienter quelqu'un, c'est surtout boucler son parcours, comme quand vous allez au niveau des banques et vous faites un business plan. Vous faites aussi votre plan sur votre orientation en vue de vous insérer de manière durable sur l'économie. Qui est ça? Jennifer Ninon, dites-nous, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la nuit de l'orientation, et pour quelqu'un pour qui c'est la première fois qu'il entend parler, dites-nous, est-ce que au-delà du fait d'accompagner, au-delà du fait d'orienter, est-ce que vous accompagnez après? Est-ce que vous êtes en partenariat avec des entreprises ou d'autres professionnels qui se chargent d'accompagner en outre de la nuit de l'orientation? Le principe est tout à fait celui-là. Le principe est de faire connaître à travers une manifestation publique, démocratique, populaire. D'ailleurs, on l'appelle la nuit d'orientation. C'est orienté de manière ludique. Nous commençons à partir de 14h pour les plus jeunes et puis on va jusque dans la nuit. Et puis là, ils ont l'occasion, avec les parents, parce que c'est très important, de découvrir les différentes filières qui existent en Guadeloupe et ailleurs. Nous avons le CRIJ qui sera là. Si vous n'avez pas de connexion Internet chez vous, vous avez la possibilité d'aller au cyberbus. Le cyberbus sera présent pour pouvoir commencer à faire vos inscriptions. Vous allez avoir différents partenaires, le CNED, vous allez avoir la région Guadeloupe qui sera là pour informer sur les aides. Vous allez avoir les personnels de l'académie qui seront là aussi pour vous dire il existe telle filière, voilà comment procéder. Est-il plus opportun compte tenu de votre projet d'aller vers l'apprentissage ou bien d'aller vers les universités? C'est cela. Et puis ensuite, les rendez-vous sont pris pour un suivi personnel, puisqu'à l'issue, l'objectif est bien sûr celui-là, c'est celui de justement accompagner le jeune jusqu'à ce qu'il puisse poursuivre des études supérieures ou bien aller vers une formation, ce qui aboutira à l'insertion de manière concrète, durable dans le monde économique. Donc c'est celui-là, c'est le début du commencement.
C'est le début du commencement. Les établissements scolaires de l'académie seront informés, ils seront acheminés vers le site. Quel dispositif qui est mis en place pour ces jeunes qui ne pourront pas venir Eh bien, nous faisons aussi, c'est le principe de la caravane de la nuit de l'orientation. Pendant une semaine, nous sommes en train de sillonner les différents lycées et les différents collèges de la Guadeloupe pour dire, bon, tout le monde ne peut pas venir, c'est vrai, parce que ça se fait sur une journée, mais au moins vous avez les informations. Aujourd'hui, le cyberbus est dans un collège. Et nous avons aussi couplé les choses puisque nous fonctionnons à la fois avec les collèges et avec les lycées. Donc vous avez quand même une démarche qui est préalable à la nuit d'orientation. Et puis ensuite, vous avez la nuit de l'orientation et puis les démarches postérieures. Oui, et aujourd'hui aussi, vous allez inciter les jeunes à de nouvelles filières, des filières qui auront des débouchés. Il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir des diplômes, mais avoir des diplômes pour travailler, pour être bien positionné sur le marché de l'emploi. Eh bien oui, aujourd'hui, les diplômes, oui, mais il faut surtout le projet. Il faut un projet ambitieux. Nous allons avoir un atelier sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, à partir du moment où vous avez une bonne idée, vous êtes bien guidé sur un business plan, vous avez surtout une méthodologie, vous pouvez vous insérer et créer votre entreprise. Nous avons aussi cet objectif-là. Nous avons aussi l'objectif qui est celui d'avoir l'estime de soi, la confiance en soi. Le coaching. Le coaching. Et puis ensuite, vous avez aussi notre objectif qui est très important, qui est celui de former sur les nouveaux, enfin d'informer, puisque pour se former, il faut déjà avoir une orientation et être informé sur les nouveaux métiers. Et aujourd'hui, nous mettons un accent particulier sur les métiers du numérique et sur la digitalisation. Nous allons avoir un atelier qui sera concret sur ce domaine-là. Et nous invitons surtout les parents et les enfants à venir y assister et à poser toutes les questions nécessaires. À poser toutes les questions. Donc on rappelle que jusqu'à 21h, les parents, les jeunes pourront venir au WTC. Ça va être vendredi 26 au WTC. L'entrée est gratuite. C'est cela. Vous avez le principe, nous passons dans les écoles et puis vous y venez. Vous avez aussi la chance de chapeauter au niveau de la région, d'être conseillère régionale. Inutile de le rappeler, ce gros pôle de l'insertion, qu'est-ce qu'il y aura pour cette année 2018 pour ceux et celles qui souhaitent faire une formation, qui souhaitent aller au-delà? Eh bien, nous travaillons de manière... Vous avez les différents centres de formation. Il y a aussi Guadeloupe Formation qui met en place... Il y aura bientôt la fusion. La fusion est déjà effective. Oui. La fusion est effective depuis le 31 décembre 2017 ou précisément le 1er janvier 2018. Ça a mieux rationaliser? C'est une centralisation? C'est cela. Eh bien, l'objectif est celui-là. L'objectif, c'est de rationaliser, comme vous l'avez dit, différents secteurs d'activité. À partir d'aujourd'hui, on ne parle plus de R2C stricto sensu, étant précisé que le R2C est un label. Le R2C, certes régi avec une association, mais c'est un label avant tout qui permet de dispenser donc des formations particulières avec une méthode particulière à des jeunes qui sont en difficulté. Et vous avez aussi le rapprochement avec la Cité des métiers qui portera tout ce qui sera orientation. La Cité des métiers est aussi un label avec lequel vous pouvez dispenser des formations particulières. Donc, à partir de maintenant, quand vous parlez Guadeloupe Formation, vous parlez EPIC, établissement public industriel et commercial, vous parlez bras armé de la région, celui qui va donc appliquer la stratégie et la politique en matière de formation professionnelle, et vous avez 3 têtes. Vous avez la Cité des métiers, l'orientation, vous avez Guadeloupe Formation stricto sensu pour les formations pour les personnes classiques qui ont besoin, qui aspirent à un niveau de formation beaucoup plus modeste que ce qu'ils ont, et puis le R2C pour les jeunes en difficulté. Donc c'est 3 têtes. Très rapidement, Jennifer, avant de nous quitter, une avant-dernière question. Aujourd'hui, vendredi, nous serons à la 10e édition officielle, donc depuis 10 années, c'est bien ça? C'est cela, 10e édition. D'où nous vient cette idée? Eh bien, c'est une idée qui vient de la CCI. Vous savez que la CCI, oui, est une chambre consulaire, mais la CCI porte aussi un centre de formation pour les apprentis, ce qu'on appelle familièrement un CFA. Et puis, ils avaient cette envie, cet objectif qui est celui de d'informer les jeunes sur l'apprentissage. Parce que trop souvent, nous avons cette envie ou bien ce côté naturel à aller vers des études supérieures plutôt classiques. Or, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes à Jarry aujourd'hui, dans un grand nombre de concessions, vous avez de grands vendeurs, de grands commerciaux
qui sont sortis de la CCI et qui aujourd'hui occupent de grands postes. Vous avez au niveau des établissements bancaires qui sont implantés sur le territoire, de grands conseillers et même des directeurs d'agences, des directeurs en tout cas des cadres au niveau des sièges bancaires qui sont issus aussi de l'apprentissage et donc des centres de formation. C'est dire que la CCI, à l'instar des autres, puisqu'il y a aussi le CFA de la Chambre des métiers, il y a aussi Jean Bello qui, même s'il est vrai connaît de grandes difficultés administratives et financières, fait un boulot, en tout cas un travail très important pour l'apprentissage au niveau du BTP. Donc c'est ça en fait l'objectif de la CCI. En fait, quand ils ont créé la manifestation, c'était de dire l'apprentissage existe, une autre méthode en tout cas d'apprentissage, de formation existe, venez, vous allez voir à la fois ce qui se passe de manière classique, mais aussi l'apprentissage. Nous sommes tous présents, régions et autres, et vous allez connaître. Et donc nous, Région Guadeloupe, en tant que service public de l'orientation, en tant que chef d'office de la formation professionnelle, eh bien, nous avions l'envie d'aller avec eux, de les accompagner, puisque c'est un beau projet, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Très bien, Jennifer. Dernière question, nous rappelons que vous êtes la présidente de la commission formation régionale. D'autres événements à annoncer pour 2018 ? Eh bien oui, 2018 sera une année assez, en tout cas très bien remplie pour la formation professionnelle. Nous avons lancé il y a quelques jours le SPRO, le service public régional de l'orientation. C'est une convention cadre qui a été signée. Il faudra qu'elle soit concrète. Il faudra la concrétiser à travers les mini-SPRO. Dans chaque agglomération, le Guadeloupéen pourra aller dans son mini-SPRO. Tout le monde n'a pas les moyens. Celui qui habite à Basse-Terre ou bien à Petit-Canal n'a pas forcément les moyens d'aller au réseau au niveau de la Cité des métiers. Il devra donc trouver au niveau de son agglomération un mini-SPRO. Nous allons aussi avoir une allée où nous allons faire un focus particulier sur les travailleurs handicapés et sur la formation de ces personnes-là, puisque depuis 2014, nous avons la compétence, la région Guadeloupe a la compétence, mais la politique, en tout cas la stratégie en matière de formation de ce public n'a pas été suffisamment développée. Nous l'avons promis, ce sont des engagements et nous les tiendrons. À vous en croire, aucun jeune ne restera sur la touche ? C'est l'objectif en tout cas, c'est l'objectif qui est celui de rendre accessible la formation et de rendre accessible aussi à la fois les administratifs mais aussi les élus. C'est-à-dire dire, eh bien, c'est possible, oui, il n'y a pas que des belles paroles, mais il y a aussi des actions concrètes et vous pouvez toucher en tout cas les élus et les administratifs. On rappelle le rendez-vous, c'est vendredi 26 au WTC dès 14h jusqu'à 21h. Plusieurs stands sont attendus avec les parents et les futurs étudiants pour bien choisir son orientation. Merci Jennifer Ligan d'être placée sur le plateau de ZCL. On rappelle, vous êtes conseillère régionale en charge de la commission formation et puis on fera un bilan d'ici quelques temps. Avec plaisir. Keïssa, pour la suite. Retour à l'actualité, Jean, et comme je vous le disais en titre, aujourd'hui encore, ça continue à Fontsara et les surveillants dénoncent les comportements des gendarmes qu'ils jugent comme étant agressifs. Pour rappel, le centre pénitentiaire de Fontsara et à Bémao est à nouveau bloqué ce matin, mais cette fois avec 70% des employés absents au rassemblement. Comme je vous le disais hier, les syndicats estiment que la Guadeloupe et l'outre-mer en général ne sont pas pris en compte par la garde des Sceaux. Ils demandent donc une égalité de traitement des agents avec ceux de l'Hexagone, mais aussi des mesures d'urgence, une deuxième équipe de sécurité pénitentiaire, une équipe cynotechnique, en outre la création d'un troisième établissement. Ils réclament par ailleurs la venue du préfet afin de clarifier leur situation. Écoutons Éric Pétière au micro de Michel Héraclite. Bonjour la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous sommes devant l'établissement pénitentiaire de Bémao. Aujourd'hui, nous avons changé notre mode de fonctionnement. Nous ne nous mettons plus devant l'établissement pour que les gendarmes puissent nous gazer comme hier. Aujourd'hui, nos collègues sont restés chez eux pour manifester leur mécontentement. Il est hors de question qu'on se fasse gazer comme hier, piétiner, agresser par les gendarmes. Les gendarmes, pour justifier leur agression hier, ont dit que c'est nous qui avons commencé. C'est faux. Ces messieurs sont venus, ils n'ont pas fait de sommation, alors que les sommations sont obligatoires. Ils n'ont pas fait de sommation et nous ont gazés. Donc, nous avons décidé de changer notre mode de fonctionnement pour la revendication. Aujourd'hui, il y a plus de 70% des agents qui ne sont pas là. Ce que nous voulons, c'est que la totalité des agents restent chez eux, afin que les gendarmes, comme dans 27 établissements en métropole, il ne faut pas oublier que c'est un mouvement national, ce n'est pas un mouvement guadeloupéen, c'est un mouvement national. Aujourd'hui, il y a 27 établissements sur les 188 établissements que compte la métropole, 27 établissements où ce sont les gendarmes
et les policiers qui donnent à manger et qui s'occupent des détenus. Et ici à Abemao, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons que les gendarmes là, qui nous ont gazés hier, qu'ils prennent notre place sous la coursive et qu'ils prennent aussi les insultes que nous subissons tous les jours. Voilà ce que nous voulons et nous allons continuer à durcir le mouvement de cette façon. Ça veut dire qu'on ne viendra pas travailler. Le directeur va se démerder avec ses détenus. Le préfet, qu'on n'a toujours pas vu, chose que je trouve inadmissible, un préfet qui représente l'État. Quand vous avez un établissement pénitentiaire qui est sous l'autorité de l'État et que le préfet ne prend même pas la peine de se déplacer pour discuter avec nous, moi je trouve ça inadmissible. Par contre, le préfet, la seule chose qu'il peut dire aux Guadeloupéens, c'est qu'on va expérimenter des nouveaux radars. La Guadeloupe est toujours dans l'expérimentation de quelque chose de merdique, de quelque chose qui prive le Guadeloupéen de leur salaire, de leur façon pécuniaire. Pourquoi le préfet n'est toujours pas venu nous voir pour discuter avec nous? Moi, je trouve ça inadmissible. Aujourd'hui, les Guadeloupéens sont encore une fois laissés pour compte. Sommes-nous des Français à part entière? Je ne pense pas. Nous avons bien vu aujourd'hui ce qui se passe à Abemao. Et voilà, en ce qui concerne le mécontentement des surveillants concernant le comportement des gendarmes, les images parlaient d'elles-mêmes. Rappelons tout de même que ce mouvement ne concerne pas uniquement notre île, mais il est bien à l'échelle nationale. Et oui, pour l'heure, il est 12h53. Nous vous souhaitons un bon appétit. Nous le rappelons, vous nous regardez en direct de RHT 89.8, mais aussi de C10FM 103. On se retrouve après la pub. Et pour ceux qui ne nous rejoignent que maintenant, procédons au rappel des titres. Et nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui avec la mobilisation des agents pénitentiaires. Et oui, ça continue avec 70% des surveillants absents à ce jour, mais ils ne lâchent pas pour autant. Ils ont dénoncé les comportements des gendarmes qu'ils jugeaient incorrects. Pour rappel, hier, la tension était montée à Fonsarail. Et nous allons continuer avec une escale sur le bateau Race for Water qui a accosté sur notre île en septembre dernier. Et bien, à cet effet, le conseil départemental a tenu à initier et donc convier certains collèges afin de sensibiliser les jeunes sur la pollution et les déchets. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui en fête, un anniversaire de plus, mais cette fois pas n'importe lequel. Samedi, la ville de Bemao a fêté une centenaire. Un honneur pour Madame Bopom Jenimour. Mais tout de suite, on continue, c'est l'interview avec Jean. Oui, avec Edgar Ferrus, un conteur plus à présenter. Alors Edgar, cette semaine vous allez faire un Memorial Act avec plusieurs d'autres conteurs comme vous-même. Des contes? Oui, parfaitement. Nous allons tomber dans nos passés, et dans notre culture, bien entendu. Et nous avons initié depuis 3 ans une manifestation que nous avons appelée Conte au pillage. Alors, Conte au pillage a été créé à Sainte-Anne et pas au Conte-à-Case. Et donc cette manifestation-là nous permettait de réunir des conteurs de Guadeloupe, les plus en vue, disons ça comme ça, Benzo, Raphaël Anne-Rose, voilà. Et donc on tient cette manifestation-là depuis 3 ans. Depuis 3 ans, Conte au pillage se fait. Jusqu'à présent, on a fonctionné à Sainte-Anne. L'année dernière, on a fait 2 dates, Sainte-Anne et Gouzier. Et cette année, le Memorial Act ouvre l'année 2018 avec le conte au pillage, parce que le Memorial Act a décidé de faire un travail autour du conte. Le conte prend de plus en plus de valeur dans notre pays, ou du moins reprend sa place. Donc il va y avoir vendredi à 20h une grande manifestation, un grand spectacle de contes avec Benzo, Raphaël Anne-Rose, Lambert Lebeau, Loana Lebeau, les enfants conteurs que nous avons, Aurélie Perrin, Patrice Bigor et moi-même. Donc nous allons faire le show et nous allons permettre aux gens de rêver. Ça c'est en soirée. Et dans la matinée, Conte-à-Case seul fera un spectacle pour les enfants à 10h. Au Memorial Act. Voilà. Edgar, Conte au pillage, on a envie de dire qu'aujourd'hui, c'est une tradition qui se perpétue, puisque avant, quand un enfant était jeune, on se rappelle, il fallait donner un petit conte avant d'aller dormir. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous qui êtes un conteur, est-ce que vous sentez cette transmission? Est-ce qu'on donne encore des contes?
Alors, disons que les parents ne font plus cette activité de dire des contes, de donner des contes aux enfants comme ça se faisait dans le passé. Disons que c'est dépassé, malheureusement. La modernité a transporté tout cela. Mais nous, les conteurs, ceux en tout cas que j'ai cités là, depuis un certain nombre d'années, Benzo d'abord, nous perpétuons la tradition, c'est-à-dire que nous véhiculons le conte autrement que dans la famille. On va dans les écoles, on fait des spectacles vivants de contes. Et puis, une autre chose que nous faisons, c'est que nous nous inscrivons également dans la modernité par le fait que nous faisons des livres, nous faisons des CD, nous faisons des films. Donc le travail de Conte à Case continue, le travail de la préservation et de la transmission du conte se poursuit. Nous nous sommes inscrits résolument dans la transmission. Et c'est ce travail-là que nous faisons de façon à ce que notre culture ne s'en aille pas à volo. À Conte à Case, vous avez combien de conteurs Alors actuellement, il faut dire que Conte à Case a formé plusieurs conteurs qui sont partis et qui font leur chemin. Et qui veut être conteur? Qui veut ne peut pas être conteur. Pourquoi? Parce que c'est un talent. C'est un truc inné. C'est un talent. Alors, il y a une partie d'inné, mais il y a aussi, j'ai l'habitude de le dire, des conteurs qui peuvent être réveillés et qui peuvent être de très bons conteurs, mais pour ça, il faut qu'ils se frottent à quelqu'un. Qui se frotte. Je dis qu'on peut devenir conteur par frottement. Donc quelqu'un vient, te regarde attentivement, se fond en toi, et il peut devenir un conteur et un très bon conteur, à condition que sa personnalité ne se fonde pas dans ta personnalité. Mais c'est possible. Et aujourd'hui, cette manifestation va se diriger à tous les publics? Oui, le conte au pillage que nous proposons est pour tout le monde, enfants et grands. Et alors, c'est un spectacle interactif. Nous sommes en très bonne relation avec le public. Donc les gens, quand ils viendront là, ils se sentiront dans quelque chose. Ils se sentiront dans le pays lointain. Parce que la Guadeloupe, du passé, c'est un pays lointain. Ça n'a rien à voir avec le pays qu'on a aujourd'hui. Mais il est nécessaire de rester dans la racine, donc dans le pays lointain. Voilà. Et quand je dis ça, je souris parce que tu viens de me rappeler des souvenirs là. Et voilà. C'est aussi ça le conte. C'est aussi ça, partir dans le passé récent, dans nos souvenirs, et revenir dans notre présent pour véhiculer ce qui est nous. Est-ce qu'on vous demande, à certaines demandes, de pouvoir adapter des contes à des faits d'actualité, à des faits de société? C'est bien de dire ça. C'est très bien de dire ça. Je ne suis pas venu avec le livre là. Mais notre dernier livre, ce sont des contes de faits d'actualité. Par exemple, le dernier livre que je viens de sortir s'appelle Veine et Consciençaille et autres contes créoles. Mais Veine, c'est l'histoire du jeune qui a assassiné un Johan à Bainbridge. Donc j'ai écrit un conte là-dessus. Donc nous écrivons beaucoup de contes qui sont collés à l'actualité. Parce que le conte a pour effet de juguler le présent, de faire en sorte que le présent, quelque chose de dramatique qui s'est fait, on l'oublie. On l'oublie, mais en réparant. Donc le conte a sa portée. Ah ben oui, le conte est thérapie. Une grande portée, une forte portée, on ne peut même pas comprendre. Alors moi qui dis ça aujourd'hui, j'ai été amené à constater que nos grands-parents faisaient des choses avec nous à partir du conte, ils ne savaient même pas. C'est après avoir fait des études moi-même par rapport à tout ce qui est parole, tout ce qui est conte, je me suis rendu compte que mes parents étaient déjà très loin, mais sans le savoir. Et aujourd'hui, quelle différence qu'on peut faire entre un conte et une comptine? Alors, disons que les deux, ce sont des récits. Ce sont des récits de faits imaginaires. Cela dit, la comptine est un tout petit conte et qu'on va chanter. Tandis que le conte, c'est un grand conte, c'est un grand texte qu'on va raconter, qu'on va dire face à un public. Et la comptine, on la chante. Edgar, est-ce qu'on peut prendre une petite comptine? Ah bien oui, bien sûr. Alors ça va être une comptine autour de Ténion Lapin. Ténion Lapin, en jardin à Berbin, lapin là t'es bien, en jardin à Berbin, il mangeait goûtin, en jardin à Berbin, lapin là t'es bien, en jardin à Berbin, petit chien à Berbin.
V'lez manger lapin, lapin la malin. Il montait en lait, il montait en lait. Ça, c'est une consigne, mais qui peut devenir un conte. Ah ouais? Oui, si on l'allonge, on met des événements, on met des obstacles, on met une vie, on met une trame, on met une structure, ça peut devenir un conte. Et c'était quelle consigne, Edgar? Alors, cette consigne-là, c'est tenir un lapin. Donc, c'est lapin. Que l'on peut retrouver dans lequel de vos livres? Oui, qui est dans un livre justement qu'on appelle Katutu 1. Alors justement, Katutu 1 a une histoire. C'est une formation que nous avons faite il y a 2 ans. Tous les samedis, tous les 15 jours, les samedis après-midi, on réunissait des gens, des animateurs, des enseignants, des éducateurs, et on a créé des comptines. Parce que dans le pays, malheureusement en Guadeloupe, il n'y en a pas. À part une souris verte, des trucs passés, il n'y en a pas. Donc nous, on a pris l'initiative de créer des comptines. Et ça, c'est une comptine qui est sur le dernier livre. Alors, soit dit en passant, le 17 février, nous recommençons une série de formations. Tous les samedis, tous les 15 jours, les samedis, on fait la formation et le 17, c'est le premier jour. L'idée, c'est de créer des comptines. Et au bout, il y a un livre CD. Là, la formation va se dérouler à Sainte-Anne, dans notre BIC, le BIC Contacas qui se trouve à Saint-Paul-Sainte-Anne, dans les Grands Fonds. C'est une formation qui sera gratuite, ouverte à... Non, elle est payante, 15 €. À chaque fois que les gens viennent, ils paient 15 € et le livre sort, le nom est dessus. Ils peuvent vendre le livre après et ils ont une commission sur le livre qu'ils ont eux-mêmes créé. Voilà, et pour ça, c'est le 85 69 20, c'est un fixe, 85 69 20. Edgar Ferrus, si on a envie de trouver un recueil de contes ou de consignes, on peut trouver ça dans une librairie. Vous avez un site internet, aujourd'hui Facebook, les nouveaux moyens de communication. Oui, nous avons un réseau Facebook qui est très actif, qui fonctionne très bien. Bon, mais sinon, nos livres sont dans les librairies. Mais sinon, nous avons notre propre librairie dans les Grands Fonds de Sainte-Anne. Et voilà, c'est une raison pour venir à Sainte-Anne, puisque Sainte-Anne, Grand Fonds, c'est le pays de Sainte-Anne. C'est le pays de Sainte-Anne, c'est le pays de la verdure. Donc j'invite les gens à venir dans les grands fonds. Alors soit dit en passant, aussi, nous faisons des promenades dans les grands fonds spécialisés. Nous n'y allons à côté de nous, à 6 FM 103.9 et RHT 89.8. En l'autre téléspectateur, si on joue, on besoin faire une manifestation à Kazaï, et besoin inviter un compteur, est-ce qu'il peut crier les autres, ils ont qu'à venir faire une prestation Oui, parfaitement. J'ai l'impression que tu fais des séances, toi. Oui, bien entendu. Nous avons une formule où nous venons dans l'espace de la personne. Nous avons créé ça en lakoua. En lakoua au monde. Et nous avons posé valise, nous avons posé tout ça, nous avons posé, décor en nous, sonné en nous, et nous avons fait un spectacle. Vous travaillez en lot avec Simone en classe de découverte. Capacité, je de là qui ou gardé vous qui comptez parce que vous contact avec des Simone ou qui évolution quoi ouais je de là. Alors est-ce que cette Simone à de là piste réceptif en compte qui Simone avant? Bon alors certainement cette Simone a des plus réceptif avant, mais réceptif quand même. C'est le conteur qui mène. C'est le conteur qui mène la voix, qui mène le récit, qui mène la parole. C'est lui qui a décidé. Et donc, à partir du moment où il décidait, faire en sorte que Tim n'a coûté sans problème. Alors, le regard que j'ai, c'est que les enfants d'aujourd'hui sont très mal accompagnés ou pas du tout accompagnés. C'est le seul problème qu'il y a. Si les parents se remettent à accompagner leurs enfants comme nos parents faisaient avec nous, nous aurons un pays génial. Donc, vous me rappelez, il y a un moment en temps fort, c'est vendredi, Mémorial Act à partir de qu'il est? Vendredi au Mémorial Act, le matin à 10h pour les scolaires et à 20h pour le tout public. Entrée, il y a un but à payer, un petit but à payer? Oui, c'est payant de 18 € seulement le soir. Pour le matin, je ne sais pas. Les écoles doivent appeler le Mémorial Act. Mais je demande aux gens de venir parce qu'ils ne vont pas oublier ce moment-là. Ce sera un moment gravé dans leur tête. Merci Edgar. Et on rappelle qu'on aura aussi certainement demain le compteur Benzo qui sera en direct sur ce plateau du ZCL. Il est 13h10. On continue avec l'actu, Keïssa? Oui, Jean, on poursuit avec l'actualité. Je vous le disais en titre, ça a commencé mercredi 10 décembre et encore aujourd'hui, le conseil départemental a proposé à 6 classes de collège de visiter le bateau Race for Water, parti de Lorient le 10 avril pour un tour du monde de 5 ans qui fait actuellement escale en Guadeloupe depuis le mois de septembre 2017 jusqu'à cette fin de mois de janvier 2018. Il s'agit là pour le conseil départemental de sensibiliser nos jeunes sur le sujet des déchets et de la pollution, en outre à la sauvegarde de l'environnement et plus particulièrement de la mer. Le reportage avec Maxime Morel. On
commence par leur expliquer, mais en les faisant participer activement, c'est pourquoi l'océan c'est important. Et en fait, on réalise pas parce que l'océan on voit pas ce qu'il y a dedans, mais c'est une source de nourriture pour de nombreuses espèces, c'est une ressource en eau et c'est la moitié de notre oxygène. Donc en gros, l'océan c'est la vie. Donc juste en leur faisant réaliser ça, déjà, je pense qu'on leur donne envie de le préserver et ensuite on essaye de leur en donnant quelques chiffres et en montrant les impacts qu'a la pollution plastique sur l'océan, on leur fait réaliser le défi qu'on a aujourd'hui qui est de tout faire pour arrêter l'hémorragie de tous ces déchets plastiques qui terminent dans l'eau et qui menacent la vie sur Terre. Plusieurs collèges visitent ce bateau, dont Front de Mer, Trois-Rivières, et je crois que les enfants sont très satisfaits dans le cadre de ces visites de pouvoir découvrir non seulement un bateau, je rappelle qu'ici arrive la route du Rhum, mais également dans le cadre de leurs expériences scolaires, les nouvelles technologies et les technologies de recyclage, les technologies qui permettront bientôt à la Guadeloupe d'être autonome ou semi-autonome en matière énergétique. Nous avons fait dans ce collège le choix d'inviter, de faire visiter une classe de 6e, parce que ce sont ces élèves-là qui sont l'avenir, c'est eux qui vont aussi porter la bonne façon de faire aux plus grands. C'est l'avenir de notre planète, en général c'est des gens qui sont super réceptifs, qui ont plein de questions et si on s'attaque à ces gens-là dès maintenant, ils feront tout pour... C'est semer des petites graines dans leur tête pour que voilà, dans les métiers qu'ils feront demain, dans les actes qu'ils font dès maintenant, ils aient toujours cette sensibilité à la préservation de l'environnement. Ce sont eux qui sont propriétaires de l'avenir et nous devons faire tout en tant que politiques pour leur donner les moyens d'être sensibles à ça et d'être les acteurs de leur avenir. Et on continue, souvenez-vous, le 5 décembre dernier a marqué la journée mondiale du bénévolat. En ce sens, les actions se poursuivent et dimanche il y a eu une remise de mérite au bénévolat, un événement baptisé cette année Grand Est et étant à l'initiative du Cercle national des bénévoles qui a eu lieu au Palais de la Mutualité de Pointe-à-Pitre. Le but étant de récompenser les 33 Guadeloupéens qui ont été actifs au service, un vrai gage de reconnaissance. Vous souvenez-vous de Germaine Chicot-Marsin et Gervais Zélateur, nous les avons reçus il y a peu sur notre plateau. Écoutons-les justement au micro de Vianney Valvert. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'honorer les 33 récipiendaires, dont 31 en Guadeloupe. Ce sont des gens qui ont œuvré, qui ont travaillé. Et comme depuis 1985, à New York, l'ONU avait décidé de reconnaître la journée, le 5 décembre, comme journée mondiale du bénévolat. De sorte que, chaque 5 décembre, on est tenu d'honorer cette journée, d'inciter les jeunes, vous avez bien vu tout à l'heure, il y avait le diplôme junior, d'inciter les jeunes, parce que nous constatons, d'ailleurs, pas plus qu'en France qu'ici, que le bénévolat a tendance à disparaître et le mercantile est en train de prendre le dessus et que l'enfant maintenant, si au départ on lui inculque pas que il faut aider, c'est le don de soi. Il faut toujours avoir quelque chose à porter à l'autre sans pour cela attendre comment l'argent est payé, quand est touché. De sorte que ces enfants-là doivent avoir une base pour comprendre que s'ils veulent développer la Guadeloupe, c'est aussi faire du bénévolat parce que c'est un moyen d'épanouissement. J'ai voulu pratiquement marquer cette journée, cette récompense à la mémoire de nos pionniers parce que ce serait leur faire injure de fêter ça ailleurs, surtout d'un seul trait. Une année, 33 Guadeloupéens en même temps, 31 Guadeloupéens en même temps obtiennent leur décoration. Moi, c'était formidable. Il fallait absolument fêter ça au sein même du Palais de la Mutualité. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre pour la remise des récompenses aux bénévoles. Donc, moi, je suis là parce que après 40 ans de bénévolat, aujourd'hui, il m'a été décerné la médaille d'or du bénévolat. C'est un moment qui vous fait vraiment reconnaître que pendant toutes ces années, vous avez fait des choses. Parce que quand on est dans le bénévolat, on ne se rend pas compte. On ne compte pas, on ne marque pas les dates, les heures que l'on passe à l'extérieur. Mais quand on vous mobilise pour la médaille, c'est là que vous faites la somme
de ce que vous avez conduit pendant des années. L'important dans une vie, c'est de ne pas se demander qu'est-ce que mon pays fait pour moi, mais qu'est-ce que je fais pour mon pays. Et cette question-là, je me suis posé cette question-là depuis très longtemps. Et vraiment, aujourd'hui, je suis surprise. Je suis surprise et je suis en même temps contente. Enfin, je suis toute mélangée. Qu'il est magnifique, n'est-ce pas, Jean, d'atteindre le centenaire de nos jours. Oui, bien sûr. C'est rares sont ceux et celles qui arrivent à cet âge d'arriver. Eh bien, nous le savons tous, c'est pourquoi samedi, la ville de Bemao a eu le plaisir de fêter le centenaire de Madame Bopom Djenimore, née Vautour le 15 janvier 1918. À cette occasion, Hélène Polyfonte, maire de la ville de Bemao et présidente du Centre d'action sociale, a organisé avec les proches de la centenaire une fête à son domicile, tout en son honneur. Les images avec Vianney Valvert. C'est vraiment beaucoup de joie, c'est-à-dire qu'arriver là, c'est vraiment formidable et je trouve que si c'était donné à toutes les mamies, ça aurait été vraiment fantastique parce que c'est vraiment un moment merveilleux de vivre cela. Madame Bopom, c'est toute ma jeunesse, toute ma vie, puisque c'est elle qui m'a emmenée au baptême. Et pendant toute ma petite enfance, on était avec les autres filleuls, on vivait dans une petite maison, là où se trouve l'école maintenant, l'école, je ne sais plus, l'école qui se trouve à la rue de la République. C'est là qu'on avait une petite maison et c'est là que se retrouvaient toutes les petites filles et c'est là qu'on passait nos vacances. Alors vous imaginez, c'est inoubliable. Avec Mabo, c'était la vraie vie. Eh bien oui, j'ai travaillé très dur quand on travaille dans l'habitation par exemple. Dans l'habitation, on travaillait dans les champs. C'est dur. C'est un peu dur. Le soleil, c'est à toi. La pluie, c'est toi. Tout ce que tu prends le soleil, tu puis la pluie, tu prends... Si beau temps vient, tu prends beau temps. Si beau temps n'est pas venu, tu restes sur la pluie. Oui. Ouais, merci, je te remercie beaucoup. Et je serai bien contente parce que j'aime toutes les gens, toute la famille. J'aime toutes les familles. Ils m'aiment aussi, mais ils sont au travail. Ils travaillent. Ils ne viennent pas tous les jours, mais quelquefois, ils viennent me voir. Quand ils sont arrivés chez moi, je suis très contente et quand ils partaient, je me sens heureux. Elle est très contente et ce qui m'a surpris, c'est que c'est la lucidité qu'elle a encore avec cet âge. Donc elle se rappelle encore de mon père, puisque lorsque je suis arrivé, je lui ai dit que j'étais le fils de Nestor Vautour. Elle m'a dit « Ah oui Nestor, je m'en rappelle très très bien ». Donc oui, elle est encore totalement lucide et puis elle était contente. Elle souriait. Je l'ai même vue danser. Ce midi. Donc oui, elle est en pleine forme. Et j'espère qu'elle vivra encore longtemps. Il est 13h21. Nous saluons nos éditeurs de RHT 89.8 mais aussi de C10FM et nous vous souhaitons à nouveau un bon appétit. Pour l'heure, c'est l'heure de manger. C'est vrai que mon ventre crie également, n'est-ce pas Jean? Oui, bien sûr, mais bon, dans quelques minutes, on ira manger. Oui, tout à fait. Et nous recevrons José Girard Tousset, c'est tout à l'heure après la pub. Il est 13h26, de retour sur le plateau du ZCL. Revoyons les titres qui ont fait l'actualité à ce jour. Et nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui avec la mobilisation des agents pénitentiaires. Et oui, ça continue avec 70% des surveillants absents à ce jour. Mais ils ne lâchent pas pour autant. Ils ont dénoncé les comportements des gendarmes qu'ils jugeaient incorrects. Pour rappel, hier, la tension était montée à Fontsarail. Et nous avons continué avec une escale sur le bateau Race for Water qui a accosté sur notre île en septembre dernier. Et bien à cet effet, le conseil départemental avait tenu à initier et donc convier certains collèges afin de sensibiliser nos jeunes sur les déchets et la pollution. Et nous avons fini le journal d'aujourd'hui en fête avec un anniversaire de plus, mais cette fois pas n'importe lequel. Samedi, la ville de Bemao avait fêté une centenaire, un honneur pour Madame Bopom Djenimore. Mais pour l'heure, parlons vocal, parlons voix. Nous sommes en compagnie de José Girard Tousset. Bonjour José.
Bien bonjour à tous les téléspectateurs de Canal+. Canal 10. Canal 10. C'est plus 10. Oui, c'est plus 10. Et José nous a parlé des jeux de là, en formation à... Formation vocale. Pour tout ça qui envie, senti à l'aise à dans Koayo, à dans Voyo, à dans Sayoye. Nous qui commençons par parler de vous, pour nous par connaître vous, qui mouillez, José? Moi, en Caraïbéen, en cas dit ça comme ça, parce que Caraïbes, c'est toute la Caraïbe, parce que travaille là, un café en Guadeloupe, un café en Martinique, un café de l'autre côté aussi. Et moi là, pour permettre tout ça qui veut, tout ça qui vous est rentré dans chemin à voix à yo, et chemin à travail et voix, que vous trouvez pour là et clé là, pour y vivre bien, parce que voir nous fait nous bien. José, avant de devenir formateur, vous avez eu à exercer dans différentes chorales, vous avez... Oui, il faut dire que depuis ma naissance, je suis baigné dans une famille où on a toujours chanté. Donc la voix, c'est quelque chose que je connais. Mais chaque individu, quel qu'il soit, dès qu'il utilise la parole, il a commencé d'abord par chanter avant de parler. Donc la voix, nous la connaissons tous. Et il s'agit en fait de retrouver, de récupérer tout ce qu'on a perdu en termes d'aisance, en termes de confort vocal et pouvoir jouir et profiter de notre voix de la façon la plus efficace pour pouvoir faire en sorte que nous puissions atteindre nos objectifs en tant que soit professionnel ou en tant que professeur ou bien parent même, ou celui qui veut juste dire des choses agréables à sa compagne ou à son compagnon et qu'ils disent avec le ton qu'il faut. Voilà. Donc moi, effectivement, j'ai eu l'occasion de chanter. J'ai beaucoup de chance, je dirais, parce que j'ai eu certaines difficultés au niveau vocal par rapport à un certain nombre de questions, de justesse et tout cela. Et grâce à cette pédagogie, j'ai pu réparer. Et donc c'est l'occasion pour moi de transmettre, parce que je sais ce que c'est que de se trouver en difficulté et ne pas pouvoir capter tous les sons avec précision. Donc nous enseignons aux pédagogues, parce qu'il s'agit d'une formation pour les formateurs. Donc on forme des formateurs vocaux pour la musique amplifiée et la communication orale. Cela veut dire que cette formation s'adresse à toute personne qui en fait sa profession et aussi à toute personne qui a envie d'aller beaucoup plus loin dans sa pratique vocale. Alors José, très concrètement, j'ai envie de perfectionner ma voix, je ne sais pas chanter, vous n'allez pas pouvoir m'aider? Oh si, tout à fait, au contraire. L'avantage de ceux qui croient ne pas savoir chanter, c'est qu'ils... il y a déjà un frein. Il y a des habitudes qu'ils n'ont peut-être pas prises, alors que d'autres ont déjà bien ancré certaines habitudes. Ça va prendre plus de temps pour pouvoir réparer certaines choses au niveau de certaines personnes qui ont déjà installé, bien pratiqué avec certaines habitudes. Tandis que ceux qui sont tout frais, tout neufs, on les aime tout aussi bien que les plus confirmés. C'est plus facile pour un enfant ou c'est plus facile pour un adulte de pouvoir se mettre au chant? C'est une question de motivation, compétence au niveau du formateur. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir ce qu'on veut transmettre, mais surtout savoir comment le transmettre. Et c'est pour cette raison qu'il existe cette formation qui est reconnue aujourd'hui au niveau européen, du niveau 5 et au niveau français niveau 3. Ça correspond à un bac plus 2. Donc c'est une formation qui amène des compétences au niveau de toute personne qui veut travailler dans l'enseignement, dans la transmission, dans l'accompagnement, dans le coaching en tant que professeur vocal. À tous ceux et celles qui souhaitent vouloir parler, vouloir transmettre, il faut se perfectionner. Comme dans tout corps de métier, si on veut être un professionnel, il faut se donner les moyens. Cela veut dire que moi je forme des gens qui vont être là pour pouvoir accompagner, encadrer, conseiller, coacher toute personne qui utilise sa voix au quotidien, c'est-à-dire un journaliste, un conférencier, les enseignants,
ça va être les acteurs, ça va être les chanteurs, ça va être les commerciaux, ça va être les négociateurs, ça va être les avocats. C'est un corps de métier qui se développe aujourd'hui de plus en plus. Et récemment, grâce aux dernières découvertes, on a pu se rendre compte qu'il est possible d'amener plus de joie, plus de confort dans la vie des gens, parce que beaucoup de gens sont en souffrance au niveau vocal, parce que c'est la société qui veut ça, par rapport à ce qu'on mange, par rapport au rythme de vie que l'on a, par rapport à ce manque de contact avec soi-même et avec ceux qui nous entourent. Fini cette vieille dicton, j'ai une vieille voix, avec un très bon formateur, on peut très rapidement, tout de suite retrouver. Quand ça ne fonctionne pas, généralement, ce n'est pas l'élève, c'est le formateur qui a un problème. On peut être chanteur et avoir une très grande technicité pour sa voix, mais on ne l'a pas forcément pour la voix des autres. Parce qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses à savoir, et la voix, elle va beaucoup plus loin. La voix amène les gens vers plus d'épanouissement. La voix est libérateur. La voix, elle permet aux gens de se rencontrer et elle contribue d'une manière beaucoup plus importante qu'on imagine au développement d'une société, au développement des relations. Ça permet aussi, quand on apprend avec cette pédagogie que je transmets, quand on apprend à gérer ses émotions, cela permet d'être plus efficace et forcément, le message qu'on veut faire passer, il passe avec beaucoup plus d'efficacité, il est mieux entendu et on est beaucoup plus content de ce qui se passe dans l'échange. Dans l'échange, alors un exercice basique, quand vous allez débuter avec vos futurs formateurs, vous faites quoi? Quelle est la première séance que vous faites? Alors, je vais préciser que les formateurs que je vais avoir, ce sont des gens qui sont soit musiciens accompagnateurs, soit des enseignants déjà qui veulent de la reconversion, soit des enseignants au niveau vocal, des gens qui travaillent déjà dans des écoles de musique ou de chant ici en Guadeloupe et ailleurs, soit toute personne qui pratique une science ou un métier dans le domaine de l'épanouissement, du bien-être, etc. Alors, qu'est-ce que je propose aux personnes en question? Il y a tout un programme qui est élaboré sur 9 mois. Ça veut dire 3 jours par mois, février, mars, avril, 2 fois en avril, mai, juin. On recommence en septembre, octobre et novembre. Pendant 3 jours par mois, 3 ou 6 mois, 6 jours pour le mois d'avril, on se réunit et ils ont une formation en présentiel. C'est-à-dire, pendant 3 jours, je leur transmets des clés, je leur donne à expérimenter des choses pour qu'ils puissent maîtriser l'appareil vocal. Ça veut dire qu'on va commencer par la question de la cartographie vocale, on passera sur la santé et la voix. Monsieur Toussé, pour ceux et celles qui ne savent pas la cartographie de la voix, c'est quoi? La cartographie de la voix, cela veut dire connaître dans quel type de voix qu'on est, dans quel registre qu'on est, de quelle note à quelle note qu'on peut chanter, parce qu'il arrive quelquefois que des chanteurs viennent nous voir parce qu'ils ont un traumatisme vocal, parce qu'ils ont été accompagnés par des musiciens qui ne voulaient pas changer la tonalité, alors que leur tessiture se trouve ici, le chanteur, le musicien, il est têtu comme pas possible et il veut que la personne chante à ce niveau-là et la personne aura des traumatismes au niveau de sa voix. Donc c'est important de savoir comment fonctionne une voix et comment aider les gens à être bien dans leur expression vocale. Donc cela va se faire sur une séance de 9 mois, c'est ça? Pendant 9 mois, sur un total de 252 heures, il faut dire que c'est une formation continue. Possibilité pour les gens qui financent par eux-mêmes cette formation de se le faire rembourser en fin d'année à travers les dispositifs impôts. C'est une formation qui est prise en charge et d'ailleurs j'en profite pour remercier et féliciter Pôle d'emploi Guadeloupe, par l'intermédiaire de M. Marc Prévost, qui, à la rencontre qu'il a eue avec M. Albina, Rudy et puis M. Bastaro, Joël, Pôle emploi et la CANBT
ont organisé une matinée pour pouvoir parler autour de la profession de la voix. Et il y a eu un certain nombre de personnes qui sont venues, et notamment Madame Aigle, élue en charge de la culture de CNBT, merci, et nous les remercions aussi. Même Monsieur Bocco, le chef de cabinet de la CNBT, tous ces gens-là sont venus pour pouvoir faire l'ouverture et encadrer, accompagner et répondre aux questions des personnes qui s'interrogeaient sur comment ça se passe et comment ils peuvent être formés, parce que c'est une formation qui est finançable. Donc il y a des fonds qui sont prévus pour ça, comment ils doivent faire pour pouvoir se former, avoir des compétences pour pouvoir acquérir cette formation qui est accessible pour nous. La formation, elle coûte combien? C'est une formation qui coûte... on va dire moins de 20 € de l'heure. Et je dirais plus précisément, elle coûte aux environs de 4 000 €. 4 000 € pour l'année. Pour l'année. Ça veut dire qu'on met en place des systèmes de financement pour ceux qui sont en personnel, qui font un autofinancement. Ça veut dire que ça peut être 335 € pendant 12 mois et 350, 335 pour un coach, pour quelqu'un qui enseigne la voix ou quelqu'un qui veut en faire un métier sérieux et avoir des bonnes compétences. Je dirais que ça coûte moins cher que certaines voitures, parce qu'avec celle-là, on peut aller beaucoup plus loin. Vous avez déjà formé combien de formateurs depuis que vous avez... Je veux dire qu'ici en Guadeloupe, on a eu l'an dernier, dans la promotion précédente, on a eu justement une petite dizaine, on va dire 8 formateurs qui ont été formés, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui ont montré leurs compétences au travers du Vocalca et du défi vocal à Massoso. Et cette année, nous sommes encore en train d'attendre les réponses de Pôle emploi et de la région pour le financement de certains, attendre la confirmation de financement des autres OPCA pour d'autres. Et puis il y a un certain nombre de personnes qui sont là en train d'attendre le 4 février pour pouvoir commencer cette formation. Voilà. On rappelle quand vous étiez à l'initiative du défi de Massoso, ça a été facile de pouvoir mettre... Ça a été très facile de mettre en place le défi vocal à Massoso à cause du fait, ou je dirais grâce au fait que j'étais accompagné par des gens qui connaissent et qui pratiquent le gros cas. Et ils étaient en formation avec moi. Donc on était sur la même pédagogie, et une pédagogie active, dynamique, qui se développe dans la joie, dans beaucoup d'efficacité. Et les gens très rapidement ont vu qu'il est possible d'avoir accès à sa voix et vivre des choses intenses et de belles choses et faire de beaux programmes à partir du moment où on est en compagnie de personnes compétentes et formées. Gérard Toussé, on est en pleine période de carnaval, vous allez au carnaval? Ben, je suis. Pourquoi je suis? Parce que c'est justement maintenant que la formation commence et j'ai des dossiers, j'ai un certain nombre de choses à gérer. Je suis à la disposition de toute personne qui veut avoir des informations et qui veut se donner la chance d'avoir un métier, pour qu'on puisse avoir des gens en Guadeloupe qui sont formés et compétents autour de l'enseignement vocal. Pas seulement dans le domaine du classique, mais tout type de chant. Il ne s'agit pas pour nous d'enseigner aux gens ce qu'on veut, c'est savoir déceler le grain de voix, savoir déceler qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent aller, quelle est leur capacité, et leur permettre d'être eux-mêmes à travers leur voix sans les transformer. Alors justement au niveau du carnaval, vous écoutez, est-ce qu'il y a encore un effort à faire au niveau des voix quand on entend les différents groupes? Est-ce que vous, le professionnel... Ben, écoutez, quel regard vous portez? Le regard que je porte sur le carnaval, au niveau de la voix, au niveau vocal, c'est que on peut aller encore plus loin. Et c'est pour cette raison que je souhaiterais qu'en Guadeloupe, qu'on ait de plus en plus de personnes compétentes pour pouvoir accompagner ces beaux spectacles, ces belles réalisations, de façon à ce que toute la Guadeloupe puisse chanter sans se faire mal. Parce que j'ai entendu des gens qui ont participé au déboulé, et le lendemain, je leur parle, c'est un peu difficile. C'est pas normal. Je dirais que c'est dommage. C'est normal parce que quand on ne fait pas ce qu'il faut, on ne peut pas avoir d'autres résultats. Mais on peut faire autrement. Donc, je suis là, la formation, elle est là. Donnons-nous la chance, avec l'école Richard Cross, d'avoir cette formation pour pouvoir répondre à nos besoins, nos attentes. Quand vous parlez du carnaval, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir toute cette population qui est en mouvement, toute cette population qui
tout d'un coup se retrouvent, les gens ne se connaissent pas et ils sont dans une marche ensemble et on a besoin d'être tous ensemble. Et c'est ça la communication, c'est ça la voix. La voix permet de relier les gens entre eux. Cette école, Cross, elle est aux Antilles-Guyane, elle est en France métropolitaine aussi? C'est une école qui a aujourd'hui 20 ans, qui a formé plus de 350 personnes à travers le monde. Et elle est arrivée par mon intermédiaire en Guadeloupe en 2017, où il y a eu la première promotion. Et nous sommes en train de finaliser les inscriptions pour la promotion 2018. On rappelle très rapidement la date du début de la formation. La formation commence le dimanche, lundi, mardi, le dimanche 4 pour les 3 premiers jours de février. Étant donné qu'il y a une demande très forte, il y a un deuxième groupe qui a été constitué. Mercredi, jeudi, vendredi, toute la journée. Donc ce sera 7, 8, 9. Et puis les mois vont se suivre. Mais qui veut avoir l'information, je transmets mon numéro de téléphone. C'est le 06 90 97 comme la Guadeloupe 22 02 97 22 02. Et il y a un site internet, c'est www.écolerichardcross.fr. Cross, ça s'écrit CRO2S.fr. Voilà, et on se tiendra à la disposition de tous ceux qui veulent avoir des informations. Et je veux dire, pour ceux qui ne veulent pas forcément se former pour transmettre, pour pouvoir enseigner et pratiquer ce métier, ce beau métier, je dirais qu'il y a possibilité pour eux de nous rejoindre dans le Vocalca, qui fonctionne le mardi soir à Goubert, donc ce soir à Goubert, le mercredi soir à la salle Georges Tarrère à Pointe-à-Pitre et le lundi soir à Petit Canal. Donc on a la chance d'être en partenariat avec plusieurs villes et plusieurs collectivités qui s'intéressent. Donc j'incite à tout le monde de se mettre ensemble pour pouvoir développer notre voix et que nous puissions être heureux à chanter, à communiquer, à se respecter, à gérer nos émotions, à être bien dans notre peau. Merci Gérard Toussaint, en espérant que votre appel sera entendu. Et puis on souhaite le plus grand nombre puisse se former. Ainsi prend fin le ZCL du jour. On remercie les équipes techniques qui ont permis la création de cette édition. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de ZCL à partir de 12h30 sur la C10 FM et sur RHT Guadeloupe 89.8 et 90.8. Bonsoir chez vous. Merci.